Bonjour à tous, bienvenue sur TV Amiens. Nous sommes aujourd'hui au centre Léo Lagrange pour un Délivrez-nous tout en bulle. Dans un instant, nous allons retrouver Émile Bravo, auteur de BD. Il a notamment créé les épatantes aventures de Jules ou la série des ours nains. Il a dessiné l'album Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill sur un scénario de Jean Regnault. En 2008, chez Dupuis, il a publié Une aventure de Spirou, le journal d'un ingénu. Gros succès qui lui a valu de nombreuses récompenses. Il y revient sur l'année 1939 et les origines de Spirou, ainsi que son amitié avec Fantasio. On retrouve tout de suite Émile Bravo. Émile Bravo, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Alors pour commencer par le commencement, racontez-nous un petit peu comment vous êtes venu à la bande dessinée. Je crois qu'il y a une histoire en lien avec votre père. Oui, alors pour faire rapide, non mais en fait je suis venu à la bande dessinée de façon à mon avis très naturelle, comme n'importe qui pourrait y venir, c'est-à-dire que vous-même, je pense que quand vous étiez petite, vous avez commencé à dessiner avant même savoir écrire. Absolument. Bon, donc moi c'est la même chose, donc comme tous les enfants, voilà, j'ai vite compris qu'à travers, en voyant ce qui se passait dans les bandes dessinées, c'est-à-dire qu'on voyait une suite de dessins qui racontaient quelque chose, je me suis dit, ben voilà, il y a peut-être moyen de raconter quelque chose déjà avec mon mode d'expression qui est le dessin. Et donc je m'y suis mis très tôt, et je m'y suis mis très tôt parce qu'effectivement mon père, lui, me racontait souvent des histoires le soir, et souvent il les inventait. Et ça, je trouvais ça fantastique, et moi aussi j'avais envie de lui inventer des histoires. Donc pendant qu'il était au travail, ben, moi je faisais mes petites histoires dessinées, et le soir il prenait la peine d'essayer de décrypter ce que je dessinais, parce qu'évidemment ça ne devait pas être facile. Et donc voilà, et puis après j'ai toujours continué. En fait, je me rends compte que j'aimais raconter des histoires. En fait, c'est ça qui me c'est plaisait. vous. Donc pendant toute ma scolarité, oui, j'amusais les copains comme ça, en dessinant. Des fois, il se passait des choses, enfin, le prof, ou alors il se passait des choses dans la classe, et je les réinterprétais à ma façon. Et ensuite, je savais que je faisais passer la feuille, et ça faisait rire tout le monde. Et, voilà, et là, je me sentais vraiment, j'étais heureux en fait de rendre les autres, d'abuser les autres. Donc voilà quoi. Et puis après, mais je ne savais pas du tout que c'était un métier. Et jusqu'au moment où il faut choisir dans la vie en fait son métier. Et c'est vrai que je ne savais pas trop ce que je voulais faire exactement. Et c'est un ami donc qui m'a dit, eh bien, tu pourrais faire de la bande dessinée puisque tu fais ça apparemment très bien, enfin, tu fais ça bien, tu nous amuses. Et je me dis, oui, c'est vrai. Ben, voilà, essayons. Et donc voilà. Et c'est parti, ça. Et c'est parti. Est-ce que vous ciblez un public en particulier lorsque vous travaillez, ou l'idée c'est plutôt d'être intergénérationnel Oui, clairement, oui. Oui, ça, vous le savez d'ailleurs, je dirais. Non, mais c'est clair. Moi, je ne considère pas du tout la bande dessinée comme quelque chose de puéril, d'infantile. Pour moi, c'est une écriture, c'est juste une écriture, et c'est une écriture d'ailleurs. Et je continue à dire, d'ailleurs, en fait, c'est toujours mon cheval de bataille, c'est de dire que c'est une écriture comme une autre, hein, que d'ailleurs toutes les écritures ont commencé par être du dessin. Donc c'est une espèce de retour en fait, à une écriture primitive, on va dire, mais qui fonctionne très très bien, dans le sens où plutôt que de faire une description, c'est-à-dire qu'une case correspond à un paragraphe, plutôt que d'écrire donc une situation, on la dessine, et puis finalement c'est quoi une bande dessinée? C'est juste du dialogue. Ben voilà, on s'évertue à faire un dialogue. En fait, ça ressemble beaucoup, les gens parlent de cinéma, en fait non, moi je pense que ça ressemble, c'est que du dialogue, ça ressemble vraiment beaucoup à du théâtre même. Oui, en fait. Effectivement. Oui, c'est de l'écriture, c'est vrai, mais ça ressemble à du théâtre parce qu'il y a essentiellement du dialogue. Et il y a un jeu d'acteurs. Absolument. Dans le journal d'un ingénu, il y a beaucoup de clins d'œil à Tintin, il y a même un rapprochement physique entre Spirou et Tintin. Hergé, c'est votre famille d'auteurs? Disons qu'en fait j'ai commencé par lire ça, oui, bien sûr, parce qu'en fait il y a cette lisibilité en fait, dans son dessin qui fait que c'est très accessible en fait, aux enfants. Et donc oui, ça m'a vraiment marqué, ça m'a éduqué même. Hein. J'ai appris beaucoup de choses par l'humanisme d'Hergé. Hein. J'ai appris un petit peu le monde, parce qu'il a fait voyager son personnage à travers le monde. Bon, c'est le monde d'une époque peut-être, mais justement ça m'a appris aussi l'histoire, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai toujours été proche en fait de cette lisibilité, et c'est ça en fait finalement moi j'ai hérité de ça en fait. J'ai toujours cherché en fait à faire voilà quoi, ne pas faire du beau dessin dans le sens du dessin juste techniquement,
je pense que, comme je dis souvent, un bon dessin, pour moi, c'est pas un dessin techniquement juste, c'est un dessin émotionnellement juste. Et ça peut se faire avec très très peu de choses, avec très peu de traits. C'est la suggestion plus que le réalisme. Mais bien sûr, mais carrément, oui. Je trouve ça très important. Et c'est là où, en fait, où on a accès à tout le monde. C'est parce que savoir lire un dessin, ça s'apprend aussi. Savoir dessiner, ça s'apprend. Savoir lire un dessin, ça s'apprend. Et plus on est pur, finalement, plus on est accessible. Et plus chaque public peut le récupérer à son compte. À sa façon, exactement, parce que finalement, c'est comme l'écriture. Vous savez, en fait, il se passe la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça que la bande dessinée est souvent dénigrée, parce qu'on dit, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais bon, ça gâche mon imaginaire, parce que ça me mâche, en fait. Ça me mâche, en fait, mes idées. Moi, quand je lis un livre, je me fais je me crée, en fait, l'univers. Là, non, c'est déjà dessiné. Bon, alors, finalement, quand on se dit, plus c'est simple, plus c'est épuré, plus en fait ça laisse cours à l'imagination en fait, des gens. C'est pour ça que j'ai adopté ce style qui est simple mais très très efficace. Classique, comme en littérature. Oui, classique. Exactement, classique. Voilà, j'ai pas inventé un genre, mais je le revendique. Oui, très bien. Dans Les Aventures des 7 ours nains, vous détournez les contes traditionnels avec une bonne dose d'humour. On peut retrouver Hansel et Gretel devenus obèses à cause du pain d'épices, qui font une bonne croix pour le grand méchant loup du petit chaperon rouge, par exemple. Ce qui est logique, non ? Ce qui est parfaitement logique dans la continuité de l'histoire originelle. C'est une façon de dépoussiérer ces contes et puis en même temps de créer une complicité avec les adultes qui lisent. Déjà, et avec les enfants aussi. Moi, je dis aussi que quand j'ai fait ces histoires, en fait, j'initie les enfants à l'humour référentiel. Parce que l'humour, ça s'apprend. C'est la culture. Voilà. Et en fait, finalement, les enfants ont très peu de références au départ, et les contes font partie des premières références qu'ils ont. Et de jouer avec ça, tout de suite, ça les amuse. Oui, ça fonctionne très bien. Et même s'ils connaissent un conte simplement, en fait, s'ils ne les connaissent pas tous, tout de suite, ils voient que tout ça a été maltraité et ça les fait rire. Et en plus de ça, en fait, moi, je fais ça, c'est pas... J'espère que c'est pas vain parce que en fait, j'essaye de raconter des histoires qui sont en fait de faire du recyclage. D'abord, je fais du recyclage avec des vieux contes. C'est tendance. Voilà, carrément. C'est une façon aussi de dire qu'on n'invente jamais rien, et c'est clair. Et c'est une façon de dire aussi, voilà, c'est des contes en fait qui préparent en fait. Les contes étaient faits pour ça au départ, pour préparer les enfants en fait à leur vie future. Bien sûr, le bien, le monde, mal. voilà, exactement. Et la cruauté. C'est pour ça que les contes d'avant étaient bien plus durs que ceux qu'on nous enseigne aujourd'hui. Et donc je me suis dit, peut-être qu'on peut les réadapter de manière à parler du monde d'aujourd'hui. Et donc voilà, quoi, c'est peut-être, des fois c'est un petit peu dur, mais j'essaye de parler de ça avec de l'humour, parce qu'il y a comme ça qu'on essaye de peut faire passer des choses un petit peu fortes. Une vraie modernité. Dans le journal d'un ingénu, vous expliquez comment Fantasio et Spip l'écureuil sont à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, finalement. C'est une façon aussi de montrer que chacun à son échelle peut avoir son influence sur son environnement. Bien sûr, c'est l'histoire de l'humanité, c'est nous. Il ne faut pas croire que c'est des grands hommes. Enfin oui, c'est des grands hommes, mais c'est des hommes avant tout. Des écureuils. Des écureuils aussi. Bien que là-dessus, en fait, il y a une autre interprétation. En fait, on peut voir Spip comme étant en fait une métaphore de l'esprit de Spirou, parce que si vous regardez bien en fait dans cet album, quand Spip parle, le choc électrique, c'est vrai, mais juste avant, en fait, Spirou a bu une bière. Donc voilà, c'est peut-être fantasme qui se met en route à ce moment-là. Puis il passe à l'âge adulte, peut-être aussi à ce moment-là. Voilà, exactement. Vous ne faites pas dans les super-héros, vos personnages ont des failles, ils progressent, ils apprennent. Ce que vous aimez, c'est l'évolution, qu'un simple groom puisse devenir aventurier. Voilà. Bien entendu, je pense que ce qui est important, en fait, moi, en fait, je parle toujours à l'enfant que j'étais. Donc, moi, c'est vrai, quand j'étais gamin, je n'étais absolument pas sensible aux super-héros. Ils avaient des pouvoirs que je n'avais pas, et donc à partir de là, je me disais, non, je ne pourrais jamais être, en fait, ces hommes-là. Frustrant. Très frustrant. Donc, finalement, je n'étais pas très intéressé par ce genre-là, et je préférais, en fait, des genres beaucoup plus humains, voilà, comme Tintin, comme Spirou, enfin bon. Et finalement, c'est une façon, en fait, moi, j'ai appris beaucoup de choses, comme je vous disais, grâce à la bande dessinée, et c'est une façon, en fait, de dire, de parler de la révélation de soi. Vous voyez, et ça me paraît très important en fait de dire à travers une bande dessinée, voilà, essaie de te connaître. Et donc il faut passer des épreuves, ou alors chaque moment de la vie est une épreuve, mais qui doit servir un petit peu à savoir qui on est exactement. Et ça, c'est ce qui me paraît le plus important en fait, et c'est peut-être de ça que je parle en fait, surtout.
certainement. Dans le journal d'un ingénu encore, le personnage de Cassandra Stahl, qui est le premier amour de Spirou, déclare « L'identité nationale, c'est toujours celle du pouvoir en place. Mon pouvoir, il est international. » Alors, vous n'avez pas attendu le grand débat actuel sur l'identité nationale pour en parler. La BD, c'est aussi une façon d'aborder des thèmes comme ça, majeurs. Oui, et puis surtout qu'en fait, bon, est-ce que j'entends, enfin, ce qu'on entend là, c'est juste de la politique. Enfin, il faut être un petit peu lucide, il faut prendre du recul. Moi-même, en fait, cette histoire d'identité nationale, c'est un truc complètement artificiel, comme je dis, et c'est vrai. Et enfin, pour moi, le patriotisme, l'identité nationale, c'est aussi une nouvelle forme de, enfin, c'est une nouvelle forme. Ça a plusieurs siècles, mais c'est une nouvelle forme de religion, quoi. Et je pense que c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de croire en soi et de croire en l'autre. Et c'est de former un tout. Et ce tout, ça s'appelle peut-être l'humanité. Et voilà. Être humain avant. Bien sûr. Et le reste, c'est de la politique. C'est médiocre. Bon. Enfin, non, je ne dis pas que la politique est mauvaise, hein, attention, hein, elle est nécessaire. Mais quand on en arrive là, on se dit, au secours, quoi. Alors, être tout public, ça n'empêche pas les sujets sérieux, voire graves. Hein. Alors, vous parlez de la religion dans la question du père, ou surtout du deuil, hein, dans Maman est en Amérique, qui est un traitement particulièrement émouvant de la perte de la maman. Est-ce qu'il y a des sujets que vous vous interdiriez, ou pas du tout? C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, la sexualité, j'en parle, j'en parle, mais de façon détournée, mais je pense que c'est quelque chose de l'ordre de l'intimité, et que, en plus, moi, m'adressant aux enfants, hein, moi, par exemple, je suis assez contre, en fait, toutes ces BD, en fait, qui parlent de libido, et parce que c'est facile, en fait, de couvert d'initiation. Voilà, c'est facile, en fait, de parler à un enfant, tout de suite, ça va l'attirer, lui parler de libido, mais pour moi, c'est son jardin secret, il ne faut pas y toucher. Donc, moi, j'aurais pas aimé, en fait, en tant qu'enfant, qu'un adulte vienne s'immiscer, en fait, dans mes fantasmes, et voilà, quoi. Et c'est pas être réac, hein, que de dire ça, c'est simplement de penser que voilà, on n'a rien à faire là-dedans. Sur la série des Jules ou des Sept Nains, vous êtes au dessin ou au scénario. Sur d'autres séries comme Alexis Strogonoff notamment, c'est Jean Regnault qui est au scénario. Jean Regnault, quand on faisait Alexis Strogonoff, on écrivait ensemble. Vous étiez oui. D'accord. Parce que l'idée, en fait, c'était de faire une série comme ça, historique et humoristique. Et plutôt que de faire ça tout seul dans son coin, c'est bien, en fait, de travailler à deux, parce que on teste les gags sur l'autre. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous préférez la liberté d'être à la fois au scénario et au dessin, d'avoir la maîtrise totale, ou est-ce que le travail en équipe, finalement, c'est plus ça dépend, en fait. En l'occurrence, Jean Regnault, c'est pas du tout... c'est pas un scénariste de métier, de bande dessinée, c'est un ami d'enfance avant tout. Donc, on a le même sens de l'humour, donc à partir de là, c'était fantastique de travailler ensemble. Par exemple, dans Ma Maman, là, c'est lui, en fait, qui a tout écrit. Là, je suis là en tant que... j'interprète un petit peu graphiquement. Voilà, d'une histoire intime, puisque c'est son histoire personnelle. Mais ceci dit, c'est son histoire. Je n'interviens pas du tout là-dedans. Enfin, encore une fois, j'essaye de mettre... par dessin, en fait, d'essayer je sais pas, de parler de ses émotions en les dessinant. C'est pas évident, mais voilà, quoi, j'ai fait de mon mieux. Mais c'est son histoire avant tout. Alexis, on l'a fait ensemble, mais tout ça pour dire que moi, avant tout, mis à part, en fait, cette histoire, en fait, Ma Maman est en Amérique, qu'il a écrite, et que j'ai illustré parce que c'est un ami, et puis parce que c'est un texte fantastiquement fort et magnifique. Moi, je fais de la bande dessinée pour raconter des histoires, pas pour dessiner. Donc voilà, c'est ça. Donc moi, encore une fois... le dessin au service de l'histoire. Le dessin au service de l'histoire. C'est mon écriture. Depuis que j'étais enfant, comme je vous disais, c'était ça. Donc voilà, j'ai continué. C'est ma façon de... J'ai écrit, j'ai fait un bouquin qui s'appelait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'était la guerre mondiale, où j'ai écrit, j'ai uniquement illustré. Mais parce que j'aurais pu le faire tout en dessin aussi, puisque, comme je vous dis, c'est mon écriture. Mais là, en fait, il y avait quelque chose de très redondant tout le temps dans ces bagarres, donc il valait mieux, en fait, les écrire. Ça me paraissait plus simple. Donc là, j'ai utilisé l'écriture. Mais c'est vrai que mon écriture naturelle, c'est le dessin. Sur le plan graphique, justement, vous êtes un adepte du trait épuré, on dit de la ligne claire, donc c'est la simplicité et la suggestion qui sont les plus importants pour vous. La ligne claire, c'est pas... Pour moi, ce n'est pas une ligne graphique, c'est vraiment, encore une fois, c'est ce que vous disiez, c'est le dessin au service du texte. Et c'est ça qui est clair. C'est une histoire claire, c'est ça en fait. Ensuite, oui, fatalement, si on veut s'adresser, comme je disais, à un plus grand public, il faut épurer. Parce qu'un dessin fouillé,
Il y a des gens qui ne sont pas capables. Je veux dire, si je passe mon temps, mais moi c'est pareil, hein, j'ai des problèmes avec un dessin trop, trop parfait, quand il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, si je passe mon temps à décrypter l'image, je perds le fil de l'histoire. Et ça, non, il ne faut pas. On sort et c'est voilà. fini. Au moment de la création, est-ce que dessin et dialogue vous viennent en même temps ou est-ce que c'est dissocié ? Tout vient en même temps. C'est vraiment, justement, c'est pour ça que je parlais de théâtre, c'est que tout de suite, on a les scènes, et qu'est-ce qui est important finalement? Donc c'est le dialogue, donc on voit la scène, donc on invente le dialogue, et quand on invente ce dialogue, on joue la scène. Et quand on la joue, on a l'attitude et l'expression, et ça, tout de suite, il faut la mettre sur le papier. Et c'est ça, moi je vois l'écriture bande dessinée, je la vois comme ça en fait. C'est ça qui pour moi fait la différence entre une écriture ou une illustration et l'écriture bande dessinée. L'écriture bande dessinée est une écriture vraiment graphique où on met tout de suite sur le papier en fait ce qu'on ressent. L'instinctif. Voilà. Et c'est en ça qu'on est effectivement un dessinateur de cette forme d'écriture est ressentie parce qu'elle est visuelle et pour qu'elle soit juste, il faut la jouer. Absolument. Votre dessin a évolué depuis vos premiers albums. Est-ce qu'il évolue encore ? Oui, c'est normal, oui, puisque c'est en fonction en fait, de tout ce qu'on aime, de tout ce qu'on voit. On a un bagage et on continue en fait, à s'enrichir culturellement au travers de ce qui nous plaît, des tendances, je ne sais pas, et on évolue de façon de manière... je pense qu'il faut qu'il évolue de façon de manière assez inconsciente, parce que ça prouve que c'est digéré, vous voyez, il faut que ce soit digéré. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Comparez ça à votre écriture manuscrite. En fait, c'est exactement la même chose. Votre écriture manuscrite a évolué depuis l'enfance, parce qu'au départ, on vous a appris à écrire d'une certaine façon. C'était pas une écriture en fait personnelle. Et peu à peu, au bout d'un moment, de par ce que vous lisez, de par ce que vous voyez, de par la vitesse à laquelle vous voulez aller, parce qu'il y a ça aussi, vous avez une certaine forme d'écriture. Voilà. Et si vous voulez en fait avoir une écriture, vous savez, des fois, en fait, il y a des gens où vous regardez leur écriture, vous dites, oh, vous avez une belle écriture. C'est peut-être aussi parce que c'est des gens qui veulent vraiment s'adresser à quelqu'un, vous voyez, à être lu par tout le monde, alors que peut-être qu'un médecin veut simplement s'adresser au pharmacien qui va très vite et qui connaît son écriture. Voilà, je sais pas, voilà quelque chose de très spécifique. Oui, absolument. On a l'impression que ça vous tient à cœur de toucher des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs de bande dessinée. Vous avez envie de décloisonner un peu Mais oui, parce que je trouve que, encore une fois, c'est de l'écriture à part entière. Donc pour moi, c'est pas du tout infantilisant de lire de la bande dessinée, c'est complémentaire de l'écriture. C'est le problème de nos sociétés, c'est qu'on nous désapprend le dessin. Et ça, c'est terrible, parce que le dessin, en fait, c'est une richesse. C'est l'écriture universelle, il faut se rendre compte de ça. Dire à un enfant, arrête de dessiner maintenant, écris, c'est abominable, c'est de l'ignorance. C'est ne pas comprendre qu'en fait, qu'avec ce dessin, il pourra un jour, je sais pas, moi je cite souvent un exemple, quand il m'est déjà arrivé d'aller dans un pays étranger où je parlais pas la langue, et si je voulais quelque chose, je prenais un papier et un crayon, je le dessinais ce que je voulais, et il n'y avait aucun problème. Plus de barrière. Et toutes les écritures ne sont pas inventées comme ça. C'était au départ du dessin. Et ensuite, c'est pour des raisons en fait, techniques, je veux dire, pour aller plus vite, on schématise les dessins, on ne reconnaît plus les dessins, et au bout d'un moment, ça devient des symboles. Et puis voilà, et puis ça donne des écritures, et on ne reconnaît pas en fait le dessin à la base, quoi. Mais au départ, c'était du dessin. Enfin, les grottes de Lascaux, voilà, ça raconte une histoire. Il faut savoir la décrypter, mais ça raconte quelque chose. C'est les hiéroglyphes, c'est évident. Oui, c'est vrai, ce sont nos racines. Donc le dessin, c'est très très important. Et c'est vraiment, tout le monde devrait savoir dessiner. Si tout le monde savait dessiner, tout le monde comprendrait un petit peu cette écriture dessinée, tout le monde comprendrait le dessin, et peut-être même qu'on aurait plus d'auteurs en fait. Vous avez obtenu de nombreux prix ces dernières années, notamment pour le journal d'un ingénu ou Ma maman est en Amérique. Est-ce que ça change quelque chose, toutes ces récompenses ? Pas vraiment, mais bon, c'est quand même en fait, c'est une reconnaissance en fait. C'est pas mal, mais moi, encore une fois, je ne suis pas réellement ça pour ça. Moi, je fais ça pour m'amuser, tant mieux, si ça plaît. Tant mieux, et ça permettait de toucher des lecteurs qui ne vont pas vers la bande dessinée forcément, et qui là vont se dire, tiens. Tant mieux. Si jamais ils se disent, il a eu un prix, je vais acheter ça. Peut-être. On dit bien que voilà, les Goncourt, etc., en littérature font lire des livres. C'est vrai. C'est peut-être cette vocation-là. Pourquoi pas. Quels sont vos projets en cours à venir ? Est-ce qu'il y aura un deuxième Spirou ?
Ouais, sans doute, oui. Mais avant, j'ai écrit Jules, parce que j'ai fait Spirou aussi pour que les gens se penchent un petit peu sur Jules, parce que Jules souffrait en fait d'a priori. Les gens pensaient que c'était une bande dessinée jeunesse, alors que Spirou, non, c'est pas jeunesse. Les gens pensent que c'est une bande dessinée adulte. Mais donc, c'était une façon de dire, bon ben voilà, j'ai fait un Spirou, si vous aimez ce Spirou, essayez de voir un petit peu ce que je fais. Mon fils à moi, c'est Jules. Exactement, et ça fait 10 ans que je le fais, Jules, donc il faudrait peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe du côté justement de cette bande dessinée tout public qui s'est un peu perdue. Parce que maintenant, les gens font de la jeunesse ou font de la BD adulte. Aujourd'hui, ça revient, heureusement, mais malheureusement, pendant un temps, en fait, ce qui est compréhensible à l'époque où la bande dessinée a voulu avoir ses lettres de noblesse sortir de l'enfance, elle a complètement oublié cette bande dessinée tout public. Et voilà, quoi. C'est dommage parce que c'est tellement sympa de pouvoir passer un livre à ses enfants juste après l'avoir lu. On ne peut pas le faire avec beaucoup de choses. Exactement. Moi je dis, la bande dessinée, c'est ce média qui permet en fait de partager vraiment un livre en famille, de le lire ensemble parce qu'il y a l'image et le texte. Voilà, c'est très bien. C'est agréable. Très bien, merci beaucoup Émile Bravo de nous avoir accordé cet entretien. Et puis, merci à vous. À bientôt pour d'autres aventures. Au revoir. Merci. On reste dans la bande dessinée avec un album paru tout récemment aux éditions de La Gouttière, Cicatrices de guerre, et on regarde les images signées Fabien Waquet. La librairie Page d'encre à Amiens a reçu en dédicace 3 des auteurs de Cicatrices de guerre, parus aux éditions de La Gouttière. Dans cet album collectif, 22 auteurs ont planché sur 15 histoires, 15 variations autour d'un thème unique, la Première Guerre mondiale. Pour notre histoire, on s'est inspiré d'un fait historique. En fait, c'est l'occupation des usines de Lorraine par les troupes allemandes. En fait. Donc les usines au démarrage fabriquaient des armes pour les armes de l'armée française. En fait. Et quand les Allemands ont avancé, ces usines se sont retrouvées sur la ligne de front, puis en deçà de la ligne de front. En fait. Elles n'ont pas du tout été détruites par les armées allemandes, qui les ont prises pour en fait, servir leur effort de guerre. Et les Français n'ont jamais cherché à les détruire. En fait. Et les industriels qui possédaient ces usines ont continué à faire indifféremment avec l'armée française au démarrage, puis l'armée allemande. C'était aussi une manière d'aborder la Première Guerre mondiale sous un autre jour, en fait, de ne pas parler des soldats. Pas parce que ça ne nous intéresse pas, ou parce qu'on trouve que voilà, c'est ringard ou que c'est pas intéressant, mais parce qu'on trouve que d'autres allaient le faire avec beaucoup de talent, et d'autres encore avant l'avaient fait aussi avec beaucoup de talent, donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant Puis c'est aussi pour un scénariste intéressant de relever des défis, donc trouver une autre manière d'aborder la Première Guerre. Et donc l'industrie, ça faisait aussi partie de la guerre, et il s'est aussi passé beaucoup de choses, et donc c'était intéressant de la traiter, et voilà. Au début de ce projet, moi j'étais pas spécialement partant pour travailler sur ce projet. Enfin, la guerre, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Je ne voyais pas comment parler de ça, donc j'ai été à l'historial, et puis en disant bon, on verra bien, peut-être qu'il y aura un déclic, et il y en a eu un. Et effectivement, c'est en voyant le nombre de bombes, d'obus qui peuvent tomber à la seconde sur les champs de guerre, par exemple. On sert de l'histoire comme support, un petit peu comme fil rouge, mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir la prétention d'être historien, en fait. On a plutôt tendance à se saisir du sujet et puis à le réinterpréter. L'idée, c'était de faire passer dans cette histoire des choses déjà par le texte, mais aussi par le dessin. Ouais. C'est cette histoire d'industriel assis. C'était montrer le décalage qu'il pouvait y avoir entre ces gens-là bien au chaud et puis les armes de destruction qu'ils construisaient et que les soldats pouvaient recevoir. Cette histoire-là, ouais, je l'ai réalisée en couleur directe, c'est-à-dire que les couleurs est directement posées sur le trait sur la planche originale. Et à l'aquarelle, mélange d'aquarelle et de gouache. Voilà. Qu'importe la technique, seul le résultat compte. Voilà. Donc après, il y a vraiment, moi j'ai une cuisine un peu bizarre et puis je mets de tout pour arriver à obtenir quelque chose. Il y a beaucoup d'histoires qu'on a découvert en même temps que vous, en même temps que le public, en ouvrant le collectif, en le recevant en fait. Donc ça a été aussi une surprise pour nous sur beaucoup d'histoires. Voilà. On m'a proposé de participer au collectif quand j'étais en école d'animation à Wetsum. C'est dans les mêmes locaux qu'on a marché sur la bulle, donc ça m'a permis de bien pouvoir en parler avec les responsables. Au départ, on m'avait dit de faire une histoire sur la Première Guerre mondiale. J'avais proposé une histoire épistolaire
entre le père et sa fille, d'une façon un peu particulière. J'ai dessiné des dragons, des lutins, des sirènes. Donc je m'attendais à ce qu'on me censure un petit peu ou à ce qu'on me dise stop. Mais finalement, en fait, on m'a laissé vraiment libre à ce niveau-là. Tout au début, en fait, j'avais fait directement un storyboard. On voyait beaucoup moins la petite fille. Et en fait, ça tenait sur 7 pages au départ, donc j'ai dû rétrécir. Et en fait, c'est l'histoire un peu romancée de mon arrière-grand-mère et de son père. Donc je me suis renseignée surtout en cherchant des lettres sur Internet. Et j'ai pas trouvé grand-chose, à vrai dire. Donc après, ça a été beaucoup inventé. J'ai voulu traiter la guerre un peu comme Damien, c'est-à-dire sans montrer trop le front et en m'intéressant plus au rôle des familles par rapport aux soldats, par rapport à leurs enfants et à leurs femmes par exemple. Cicatrices de guerre est illustrée par des documents provenant de l'historial de la Grande Guerre à Péronne. Les planches originales de l'album y sont exposées jusqu'au 14 mars en partenariat avec On a marché sur la bulle. Fin de cette émission, merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement sur TV Amiens pour un nouveau Délivrez-nous. D'ici là, bonne lecture.